Comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous donnons la parole aux acteurs de terrain, comme des chefs d'entreprise, des militants, des citoyens et des responsables d'associations, qui vivent au quotidien l'écologie, qu'ils soient pour ou contre la transition énergétique. Ici, pas de langue de bois, on argumente et on écoute dans le respect et la détente. Traditionnellement, on ouvre une bière, donc j'ai ouvert la bière comme Watt en circuit court, et je vous invite à nous accompagner avec, bien sûr, modération. Donc ce soir, on aborde la question de la transition énergétique dans l'entreprise. Donc si je vous dis bilan carbone, la fraise du climat, l'éco-conception, des business models plus verts ou encore l'économie d'usage, vous connaissez peut-être ces outils et ces stratégies à mettre en place afin de réduire l'empreinte carbone d'une entreprise. En effet, face à l'urgence climatique dans laquelle nous sommes actuellement, les entreprises n'hésitent plus à s'engager dans la transition énergétique. Et on peut dire qu'il était temps, puisque aujourd'hui, selon un rapport de l'ONG Carbon Disclosure Project, donc 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre mondialement depuis 1988. Alors, depuis quelques années, on peut voir des politiques RSE qui commencent à se verdir pour protéger la planète, avec pour objectif de minimiser les émissions carbone de l'ensemble des activités d'une entreprise. Mais on a tendance à l'oublier, pas seulement. En effet, indirectement, la transition énergétique, elle est reconnue comme un véritable moyen de mobiliser les employés et même de réduire les factures d'une entreprise. Alors, malgré que ça soit une initiative très positive de la part des entreprises, les politiques environnementales sont souvent critiquées, jugées inefficaces, voire perçues comme un outil de communication dont le seul but est de verdir son image auprès du consommateur. Alors, afin de prouver leur véritable engagement, les entreprises doivent plus que jamais sensibiliser et mobiliser, d'une part, l'ensemble des employés sur ce sujet, et d'autre part, prouver de manière publique l'efficacité et la performance des politiques environnementales de leur entreprise. Alors, on peut se demander comment sensibiliser vos employés ou collègues à la transition énergétique. Le bilan carbone, tout le monde en parle, mais au final, qu'est-ce que c'est? Et au final, quelle réelle valeur ajoutée pour une entreprise? Bref, au final, quelle stratégie mettre en place pour engager efficacement son entreprise dans la transition énergétique? Alors, c'est la question que nous nous posons ce soir et c'est la question que nous posons à nos deux invités, car on a l'habitude d'avoir un invité, mais cette semaine, nous avons la chance d'avoir deux invités, donc Anne-Sophie Deleuil et Erwan Le Breton, qui sont cofondateurs de Paradigm Shift, une start-up qui accompagne les entreprises dans leur stratégie bas carbone. Donc Anne-Sophie et Erwan, bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à ce café débat. Pour commencer, je vous propose de présenter votre parcours et votre start-up Paradigm Shift. Oui, alors Paradigm Shift, c'est une société de conseil qui accompagne les entreprises à travers les grands changements de notre époque, en fait. Donc, avant tout, effectivement, les changements climatiques, mais aussi humains et économiques, parce qu'au fond, tout est lié. Très bien. Et un petit mot sur votre parcours, Anne-Sophie et Erwan? Oui, donc moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'industrie, dans des groupes comme Total, Volvo Construction Équipement, et dans les transports réfrigérés. À la base, j'ai une formation école de commerce avec une spécialité de marketing communication. Et ensuite, j'ai évolué à travers différents métiers. Donc, la formation, la gestion de projet, le développement du réseau. Okay, et je fais l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. Ok, très bien. Et vous, Erwan? Moi, j'ai pris une bière locale aussi. Donc, je craque et je vous souhaite bon apéro. Merci. En plus, il y a mon nom dessus. Moi, j'ai aussi un parcours d'un peu plus d'une quinzaine d'années dans l'industrie. Je suis ingénieur en électronique à la base. J'ai travaillé un peu pour Thales, mais pas longtemps, pour PSA, pour Volvo Construction Equipment aussi. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis ensuite pour Kohler, qui est une entreprise américaine qui fait des groupes électrogènes. Okay. Et à mi-parcours, enfin il y a 2-3 ans de ça, je suis retourné à l'école et j'ai fait un executive MBA.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Master of Business Administration, c'est formation pour dirigeants d'entreprise, on va dire. Et donc, suite à ça, j'ai fondé Paradigm Shift avec Anne-Sophie. D'accord. Très bien, merci pour cette petite présentation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en guise d'introduction, pouvez-vous nous expliquer notre situation énergétique et climatique actuelle et pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment le moment pour agir? Alors, ouais, je suis désolé parce que j'ai préparé quelques slides et parce Oui. que c'est compliqué d'expliquer ça facilement. Oui. Ça ne va pas être long, c'est promis. On va rester dans l'esprit du café. Du café débat. Très bien. Je vous laisse partager ces slides. Alors, j'espère que vous voyez. Bon. Voilà la présentation. Donc, ce que je voulais parcourir très rapidement, c'était quelques fondamentaux sur l'énergie et le climat. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, peut-être pas, mais on va aller vite. Donc, l'évolution du besoin en énergie, les principales sources d'énergie, la consommation mondiale, le climat, déséquilibre du cycle de carbone, la corrélation entre température et CO2, et puis le fameux objectif de neutralité carbone à 2050, qui est adopté par la France, l'Europe et puis d'autres pays qui ont ratifié les accords de Paris. Et qu'est-ce que ça implique pour nous? Donc l'évolution du besoin en énergie, c'est croissant, c'est même exponentiel. Donc depuis 1950, ça n'a cessé de croître. Alors effectivement, on est plus nombreux aussi, mais à la fois par habitant, on est consommateur de beaucoup plus d'énergie. Il y a plusieurs sources d'énergie. Et souvent, il y a un peu des débats et des clivages à ce niveau-là. Mais il y a des énergies très concentrées, très faciles à exploiter. Et ce n'est pas une surprise qu'on utilise énormément de pétrole dans nos voitures et pas d'uranium. Le nucléaire est très concentré, mais difficile à exploiter. A contrario, on a les énergies renouvelables, les nouvelles renouvelables, on va dire, avec l'éolien et le solaire, qui sont peu concentré et pas si simple à exploiter. Et on a l'hydraulique qui est assez peu concentré et facile à exploiter, sauf qu'il faut quand même inonder des vallées, donc c'est pas si simple à mettre en œuvre. La consommation mondiale, on a historiquement consommé de la biomasse, on continue à le faire. On a découvert le charbon et on a trouvé que c'était super, ça nous a fait la révolution industrielle. Après, on a découvert qu'on pouvait exploiter le pétrole. Et du coup, les transports se sont beaucoup développés. La mondialisation avec après. On a exploité le gaz et puis ensuite du nucléaire, mais finalement, c'est pas beaucoup à l'échelle de la consommation mondiale. L'hydroélectricité, c'est pas énorme non plus. Le solaire et le vent, on le voit presque pas. Et les biocarburants non plus. Donc c'est important d'avoir cette photo en tête parce que quand on parle de transition énergétique, on essaye d'enlever tout ce qui est fossile, donc c'est charbon, pétrole et gaz. Et on voit que ça représente 85% de notre consommation mondiale. Donc c'est ça qu'on essaye de réduire. Donc très vite sur le climat de la Terre, il dépend de plusieurs choses, et en particulier la teneur en gaz à effet de serre que nous, on émet par nos activités humaines. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du climat parce que sinon ce serait un peu long et puis ce n'est pas l'objet ici. Mais nos activités humaines, elles induisent un déséquilibre du cycle du carbone. À l'état naturel, si on n'intervient pas, la Terre elle est capable de séquestrer 5 gigatonnes de carbone en plus par rapport à ce qu'elle émet. Donc en principe, si on émettait, nous, 5 gigatonnes de carbone, il n'y aurait pas de problème. Sauf qu'on en émet 9 tous les ans et que le carbone, une fois dans l'atmosphère, on a du mal à l'enlever et il s'accumule. Et la couette de l'effet de serre qui nous tient chaud, il y a de plus en plus de plumes dedans. Donc, on se retrouve avec une température croissante et complètement liée aux émissions de CO2 en particulier. Donc, le réchauffement climatique.
Ça s'appelle le réchauffement climatique, ouais. Pourquoi on essaye de limiter le réchauffement climatique? Parce que finalement, en Bretagne, 5 degrés de plus l'été, on se porte pas mal. Nous, on est contents. Mais le climat et la météo, c'est pas tout à fait la même chose. Et on voit les impacts en fait d'un demi-degré de plus entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. Les conséquences sont très différentes. Il y a 2 fois plus de permafrost qui font pratiquement. Les biotopes qui changent, les coraux qui meurent complètement, beaucoup moins de produits de la pêche, et puis beaucoup plus de personnes, mais beaucoup plus de personnes confrontées à des pénuries d'eau, et donc de famine, de rendement agricole qui baisse, etc. C'est pour ça qu'il y a urgence, en fait. Et qu'est-ce que ça implique? La neutralité carbone à 2050, ça implique de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre, en tout cas en France, puisque ça, c'est l'extrait de la stratégie nationale bas carbone. Et tous les secteurs vont devoir réduire, et certains plus que d'autres. L'agriculture étant intrinsèquement émetteur de gaz à effet de serre, et en plus, on en a besoin pour survivre, on lui fait une part un peu plus importante. J'ai fini avec le diapo. D'accord. Alors, je vais reprendre la main sur la présentation. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, à savoir comment sensibiliser vos équipes aux causes et justement à ce changement climatique. Parce que s'engager dans une cause, ça ne doit pas seulement être une décision prise par la direction, mais cet engagement doit bien être compris et impliquer l'ensemble des employés d'une entreprise, mais également ses parties prenantes et ses collaborateurs. Alors déjà, Anne-Sophie et Erwan, on peut se demander pourquoi une entreprise doit passer par cette étape de sensibilisation auprès de ses employés. Quel est au final cet intérêt? Ouais, à quoi ça sert de mobiliser les employés? C'est un peu comme n'importe quel projet qu'on fait en entreprise. Si les gens ne comprennent pas pourquoi on le fait, on n'a pas d'engagement et on n'a aucun succès. Donc, une entreprise, c'est plein d'employés. C'est rien d'autre que ça, en fait. Sinon, c'est une entité légale. Et si on veut que les employés marchent dans la direction qu'on a décidé ou qu'on veut, on est obligé de les mobiliser. Donc, que ce soit le climat ou un autre projet, c'est pareil. C'est la même chose. Le gros avantage du climat, quand même, c'est qu'en général, il y a un consensus sur le fait qu'on doit faire quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants et des petits-enfants. Et une fois qu'ils comprennent la situation dans laquelle on est, on a des gens qui sont motivés. On a des gens déprimés un peu au début, donc il faut faire attention à ce qu'on fait quand on sensibilise. Parce que le discours est assez anxiogène quand même. C'est vrai. Donc, on a bien compris qu'il y avait un réel intérêt à convaincre ses employés de s'engager. Mais du coup, on va passer un petit peu sur comment le faire et donc quel discours et attitude adopter pour mobiliser efficacement ses employés. Est-ce que la politique de l'écologie punitive qu'on entend assez souvent dans les médias, est-ce qu'elle est vraiment indispensable en entreprise? Alors, je pense qu'il y a 2 questions en une. La question de quel discours et attitude adopter. Je pense qu'il faut expliquer et faire en sorte que les gens intègrent émotionnellement et le problème, en fait. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en place de l'amélioration continue, avoir des indicateurs, suivre l'évolution des actions, montrer que les choses avancent, peut-être doucement, mais qu'elles avancent quand même. Le punitif à l'échelle de l'individu, je n'y crois pas. Les gens réagissent contre en général. Par contre, quand on parle de punitif, d'écologie punitive, des fois, en fait, on parle aussi de taxes et de comment ça s'appelle, d'incitative, d'incitation. Et ça, par contre, j'y crois. Quand il y a une contrainte qui est mise sur les entreprises ou les organisations, quand elle est financière, ça marche parce que les entreprises, elles sont obligées quelque part de suivre les lois. Et donc voilà, je réponds un peu
comme un Normand, là, mais je pense que sur les personnes, ça ne marche pas d'être punitif. Oui. Mais sur les organisations, ça marche. D'accord, ok. Donc ensuite, on peut se demander si on veut sensibiliser ses employés sans que ça soit forcément que ça soit punitif ou pas. Est-ce qu'on peut le faire d'une manière un peu ludique et éducative? Est-ce qu'il y a par exemple des outils qui peuvent être utilisés pour sensibiliser? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser certains outils? Oui, absolument. Il y a un outil qu'on aime beaucoup qui s'appelle. Alors, il en existe plusieurs, hein, des outils, mais Oui. il y en a un en particulier qui marche bien, c'est ce qu'on appelle la fresque du climat. D'accord. Et c'est un atelier collaboratif où on va en fait répartir les personnes en petits groupes de 5-6 personnes. Et ils ont chacun un espèce de jeu de cartes. Ils ont un ensemble de cartes. Et l'idée, c'est sur une fresque, hein, de physiquement venir les placer en relation les unes avec les autres. Et l'objectif de cette fresque, en fait, c'est de sensibiliser les gens, justement, aux causes et aux conséquences du réchauffement climatique. Donc, on parle vraiment des activités humaines et petit à petit, on évolue vers les conséquences que ça peut avoir, que ce soit la acidification des océans et pourquoi est-ce que c'est un problème. Et on déroule comme ça jusqu'au bout, jusqu'au risque en fait auquel on peut être confronté si on pousse, si on continue en fait sur la lignée sur laquelle on est. D'accord. C'est un jeu qui est assez sérieux, qui a été, enfin un jeu, Oui, non, c'est pas un jeu, hein. C'est un pas serious drôle. game, qui a été fondé par l'ancien directeur du Shift Project à partir en fait des travaux du GIEC. Donc, toutes les cartes sont issues des rapports du GIEC. D'accord. Donc, et cette fresque du climat, du coup, elle met simplement en valeur les dépenses, enfin les émissions carbone à l'échelle mondiale. Mais est-ce qu'on peut voir aussi les postes d'émissions carbone dans l'entreprise? Est-ce que ça l'inclut dans cet outil? Non, on voit les postes par. En fait, c'est vraiment une vision globale du réchauffement climatique sur les activités humaines et les conséquences, comme je disais. Donc, ça reste assez global. Il faut avoir vraiment une compréhension globale de la situation aujourd'hui. Mais par contre, on voit quand même la proportion de l'agriculture, de l'industrie, des transports. Ça c'est visible. Après, il faut compter environ 3 heures pour un atelier comme ça, pour info. D'accord. Ok. Et donc, du coup, si une entreprise souhaite vraiment montrer à ses employés l'impact carbone d'une activité de l'entreprise, est-ce que c'est possible de le faire vraiment un focus sur l'entreprise? Sensibiliser les employés, au final, en leur montrant l'impact carbone des activités qu'ils font au quotidien? Je crois. C'est le bilan carbone. Ouais, c'est plutôt le bilan carbone. Il faut passer par un bilan carbone pour connaître précisément les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Mais du coup, on en parlera peut-être un peu plus. On en parlera un peu plus tard, exactement. Ouais. Alors, une nouvelle question. Comment mobiliser les employés qui ne souhaitent pas s'engager, voire qui tiennent des discours à l'encontre de la transition énergétique, comme par exemple, le nucléaire, c'est l'avenir? Ouais, c'est pas simple parce qu'il y a des débats clivants entre énergie renouvelable et nucléaire, sur plein de trucs, il y a des débats clivants. Et je pense qu'à partir du moment où, je l'ai un peu fait en express au début, mais à partir du moment où on comprend qu'on essaye de remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre, on se rend compte en fait que les solutions qui nous restent, il n'y en a pas tant. Et parce que tout ce qui est très émetteur de gaz à effet de serre, c'est le fossile. Le gaz du gaz au charbon, au pétrole, etc. Et ça, il faut qu'on essaye de s'en passer. Le gaz étant moins pire que le charbon, à peu près 2 fois moins émetteur. Mais n'empêche qu'après, on a d'autres énergies qui sont les renouvelables, l'hydroélectricité, le nucléaire, etc. Et tout ça, c'est quand même beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre, quoi qu'on en dise, que le pétrole et le charbon. Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'opposer nucléaire et renouvelable? Je ne crois pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en tout cas, on a une situation particulière où on a du nucléaire qui est très très peu carboné, moins carboné que du solaire.
Donc, vouloir le supprimer, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Parce que pour remplacer tout le parc nucléaire qu'on a par du solaire ou de l'éolien, je ne sais pas si on arrivera à les déployer assez vite, en fait. Enfin, c'est sûr que non, d'ailleurs. On peut prendre des exemples. Déployer un parc éolien en mer, en baie de Saint-Brieuc, par exemple, ça a pris 10 ans et elles sont toujours pas poussées, les éoliennes. Donc, si on veut réduire, là, on a 30 ans pour arriver à notre neutralité carbone. Si on met 10 ans à mettre un parc éolien quelque part, Qui couvre même pas les besoins. on n'y arrivera jamais, en fait. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire, parce qu'effectivement, c'est un sujet que j'aime beaucoup, le nucléaire, et donc je suis très content qu'Erwan ce soir aborde le sujet. Alors, je vais juste une petite précision par rapport à ta présentation que je trouvais très bien sur effectivement les données en quelques slides, l'image un petit peu de la transition énergétique. Il y a quelque chose que tu as présenté, tu as montré que les besoins d'énergie étaient croissants. Oui. D'accord. Ça, c'est vrai au niveau mondial, d'accord. Mais ce n'est plus vrai à l'échelle des pays de l'OCDE. Les pays aujourd'hui qui sont équipés de centrales nucléaires, les pays de l'OCDE, aux États-Unis, en France, au Japon, en Europe, on est sur la consommation électrique est flat depuis à peu près 7 ans. Et elle va le rester pendant les 40 prochaines années. Ça, ce sont les études faites par RTE de dimensionnement à grande échelle de transport de courant. Donc, on est dans un écosystème où la consommation électrique ne va pas augmenter. Et donc, aujourd'hui, on est à 100% alimenté en courant électrique, puisque la preuve, on arrive à faire cette vidéo ce soir, ça fonctionne parfaitement. On a un service qui est plutôt pas mal en France. On a un service délivré par le distributeur, enfin le transport et la distribution de l'énergie électrique qui est plutôt stable, qui est un poil moins bien que celui de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, ils ont moins de panne que nous, alors qu'ils ont quand même beaucoup plus d'énergie renouvelable. Donc, comme quoi, effectivement, la corrélation entre panne sur un réseau et renouvelable n'est pas forcément corrélée. Les Allemands en sont la preuve vivante. Et donc, du coup, pour venir sur l'idée effectivement du nucléaire, il y a eu une étude qui est sortie, que nous, on a publiée, qu'on a reprise sur les réseaux sociaux la semaine dernière, sur 125 pays, et à peu près depuis 35 ans, et qui a montré que les pays qui avaient effectivement une stratégie nucléaire avaient moins progressé que les pays qui avaient une stratégie qui n'était pas nucléaire par rapport à gommer l'effet carbone. Parce que, en fait, je pense que le nucléaire, ce qu'il faut voir, c'est que comme on arrête de consommer, on ne consomme pas plus, les années qui viennent, on va consommer pas plus de courant électrique qu'actuellement, et que le nucléaire répond déjà à 100% de nos besoins, effectivement, si on n'éteint pas un peu de nucléaire, on va se retrouver en surproduction. 100% d'énergie. Et les centrales nucléaires, elles ont une durée de vie, elles ne sont pas immortelles. Aujourd'hui, ça se bat pour prolonger les centrales nucléaires. Aux États-Unis, il y a eu des autorisations pour les prolonger et qui n'ont même pas été suivies des faits parce que les gens disent non, mais finalement, compte tenu du prix des assurances, compte tenu du prix de tout ça, ça ne vaut pas le coup de continuer le nucléaire parce que c'est trop cher à entretenir. Et donc, la question, c'est vrai que idéalement, il faudrait dire on a besoin de toutes les bonnes technologies pour combattre le réchauffement climatique, mais dans un pays où on est déjà à 100%, on a 75% de nucléaire, et que du coup, si on dit du coup on ferme pas le nucléaire, donc du coup ça veut dire qu'on fait pas de renouvelable, et si on fait pas de renouvelable, on prépare pas le futur. Ouais. Et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, effectivement le nucléaire c'est quand même un des moyens les plus efficaces au monde pour produire l'énergie décarbonée électrique. On est à 20 grammes à peu près, enfin, ça dépend des estimations, entre les pro-nucléaires disent 6, les anti disent 60. En gros, on peut dire qu'on est autour de 20 grammes, ce qui correspond effectivement aussi à au niveau de carbonation, enfin, c'est le CO2 qui est produit aussi par le photovoltaïque en 2021, parce qu'effectivement, le photovoltaïque est très très producteur, on était à 200 grammes par kilowattheure il y a à peu près 10 ans. Effectivement, comme il y a eu des gros progrès sur la fabrication, et on fabrique effectivement, donc il y a une amélioration, un apprentissage qui est très important. Et donc, l'idée, c'est qu'à l'échelle globale, pour décarboner l'économie, on peut dire qu'aujourd'hui, en 2021, mettre un panneau solaire ou mettre du nucléaire, l'impact sur le carbone est quasiment le même au niveau production. Je ne parle pas de l'équilibrage offre-demande, qui est autre chose. Parce que du coup, ça veut dire qu'avec le nucléaire, il y a une production qui est constante. Avec les renouvelables, c'est fluctuant. Mais on pourra en discuter après. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau bilan carbone pur, le solaire est comparable avec le nucléaire. Ensuite, aujourd'hui, au niveau du prix, c'est-à-dire que si on veut décarboner l'économie mondiale, c'est qu'on veut dire, il n'y a pas que la France qu'on veut décarboner, parce que si on décarbone la France, on aura fait une petite portion, mais on n'aura vraiment pas fait grand-chose, parce qu'à l'échelle mondiale, l'idée, si on veut décarboner au niveau mondial, il faut déployer un moyen de produire l'électricité qui soit décarboné et qui soit abordable en termes de prix. Aujourd'hui, on produit 1 kWh en Europe,
on est à peu près à 1,5 centime du kilowattheure. 1,5 centime. Ça, c'est sans aucune aide, sans aucune subvention. C'était des appels d'offres qui ont été faits au Portugal il y a quelques mois. Les mêmes centrales, quand on brûle du charbon ou du gaz, on est à peu près à 5 ou 6 centimes le kilowattheure. Donc, on est déjà 3 fois plus cher que le solaire. Et en nucléaire, nouvelle génération, qui là, du coup, mettent 20 ans à être construite, parce que le projet de Flamanville, ça fait 20 ans. Donc, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, oui, les énergies renouvelables ne sont pas construites suffisamment vite. Mais en fait, à partir du moment où on a le permitting et qu'il n'y a pas d'opposition locale des riverains, une éolienne, ça se construit en 1 an, quoi. Donc, c'est pas un problème technologique. Alors qu'une centrale nucléaire, il y a des complexités qui sont très importantes. Effectivement, les centrales nucléaires qu'on construit en 2021 sont beaucoup plus fiables que celles qu'on a construites il y a 40 ans, mais elles coûtent beaucoup plus cher aussi. Et donc, l'idée, c'est que le nucléaire, c'est quelque chose qui décarbone l'économie, ça c'est sûr, mais à un coût qui est 10 fois supérieur au solaire. Alors, les pays qui ont le plus besoin de décarboner l'économie, ce seraient des pays qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens de payer 10 fois plus cher l'énergie qu'avec du solaire. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'aimerais ne pas opposer les deux et dire on a besoin des deux, mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte qu'ils ont du mal à cohabiter et que les pays qui ont fait le choix du nucléaire, ils n'ont pas trop développé le renouvelable. D'ailleurs, en France, on est l'exemple parfait. On a beaucoup investi sur le nucléaire, ce qui était une bonne décision, je pense, il y a 40 ans, parce qu'il y a 40 ans, quand on a fait un business case, on a regardé avantages, inconvénients, et ben c'est sûr qu'il y a 40 ans, les énergies renouvelables, elles étaient à côté de là, elles étaient hors de prix, elles étaient pas du tout écolo. C'était un très bon choix il y a 40 ans de partir en nucléaire, c'était la manière la plus même modulo, le problème des déchets qu'on ne sait toujours pas régler, c'était pas idiot de le faire. Maintenant, on se retrouve 40 ans plus tard à un virage où les centrales nucléaires sont en train d'être, elles arrivent en fin de vie, on ne peut plus les réparer, il faut les fermer progressivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit un parc qui va nous continuer pour les 40 prochaines années en nucléaire, ou est-ce qu'on essaie d'intégrer autre chose dans le mix? Et c'est un petit peu la loi de la transition énergétique. Et effectivement, nous, on milite plutôt sur dire, essayons de garder du nucléaire, mais pas forcément à 75%, pas forcément à 50%, gardons 20 à 30%, parce que c'est intéressant. Mais c'est vraiment, je pense que c'est le bon compromis pour pouvoir, aussi bien pour la France que pour le monde. Après, c'est difficile de faire des projections sur est-ce qu'on va rapatrier plus d'industrie en Europe et du coup, on va avoir besoin de plus d'énergie. Est-ce qu'on va convertir cette flotte de véhicules beaucoup à l'électrique ou alors pas tant que ça? C'est difficile de faire des projections. Ah non, ça c'est facile. Ça c'est facile. Les projections en énergie, moi, je ne sais pas ce qui va se passer l'an prochain, mais je sais ce qui se passera dans 20 ans. Dans l'énergie, on est assez tranquille. On sait que ça sera 100% électrique. Le gaz va disparaître. Aujourd'hui, dans la loi de transition énergétique, le gaz disparaît des logements neufs. Donc, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de fioul. Il n'y a plus de gaz. Il y a, les cheminées, il y a les poêles peut-être un peu granulées, mais ça ne va pas représenter grand-chose. Donc, la mobilité va être complètement électrique. Aujourd'hui, tous les fabricants mondiaux de voitures, ils ont tous dit, voilà, on lance le dernier projet de R&D de voiture thermique et après, c'est fini, on n'en fait plus. Donc, toute la mobilité va devenir électrique. Donc, il va rester les industriels, effectivement, qui ont besoin encore un peu de charbon pour faire des gros processus industriels. Il va rester l'agrochimie, le plastique. Mais effectivement, l'électricité va prendre va devenir le vecteur principal parce qu'il est beaucoup plus facile à produire et beaucoup moins cher. C'est pas pour des raisons écolo, c'est pour des raisons de prix. Donc ensuite, une fois qu'on a un vecteur complètement électrique, l'énergie renouvelable qui vont produire une énergie beaucoup moins chère, je vous dis 1,5 centime en 2021, et on pense que le solaire va encore baisser d'un facteur 20 à 40 dans les 40 prochaines années. Donc c'est quelque chose qui peut-être, faut pas le dire, mais ça sera presque gratuit dans le futur. Donc du coup, si on dit que c'est gratuit, les gens vont dire oui, on n'a pas besoin d'économiser. C'est ça qu'il faut penser autrement que prix, il faut penser aussi résilience des territoires, parce qu'après, à partir du moment où c'est gratuit, les gens abusent et ne font pas d'économie, et du coup, ils créent des vraies fragilités. Donc c'est là qu'il y a le débat, à mon avis, plus que dans savoir si... On t'entend pas, Mathilde, tu as coupé ton micro. Mais Mathilde, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Ouais, alors, je vais vous dire, Grégory, tu parles trop, arrête, laisse un peu parler nos invités. On t'entend toujours pas? On lit sur tes lèvres, hein, par contre. Ouais, je sais pas faire ça. Vas-y, Mathilde, parle. On n'entend pas, ton micro est coupé. Ouais, ou le casque peut-être? Il n'y a pas, un bouton sur le casque. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, on t'entend maintenant, ouais. Ok, super, excusez-moi. Alors, on a vu la sensibilisation de l'entreprise. On va rentrer un peu plus maintenant sur l'empreinte carbone et surtout comment évaluer l'empreinte carbone de son entreprise.
Alors, évaluer son empreinte carbone, c'est un peu l'étape cruciale, puisque les stratégies mises en place ensuite, elles dépendent justement du bilan carbone de l'entreprise et notamment des activités les plus émettrices de CO2 dans une entreprise. Alors, pour commencer, est-ce que Anne-Sophie ou Erwan, vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que la méthode bas carbone? La méthode bilan carbone. La Oui, méthode bilan carbone, pardon, excusez-moi. méthode- La méthode bilan carbone, le bilan carbone, bas carbone, excusez-moi. Oui, en fait, la méthode bilan carbone, c'est une méthode pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, donc que ce soit d'une activité, que ce soit une entreprise, une collectivité, une association également. Et à la base, c'est une méthode développée par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, et désormais elle est gérée par l'association Bilan Carbone. Donc voilà, donc c'est une méthode qui est très claire, très carrée, c'est officiel. Voilà. D'accord. Et est-ce que effectuer un bilan carbone, est-ce que c'est une obligation pour les entreprises aujourd'hui? Pas pour tout le monde. C'est une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés ou les collectivités de plus de 250. D'accord. Ouais. Et alors, comment techniquement, avec le bilan carbone, on peut calculer ces émissions? Est-ce qu'il y a des calculs à faire? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre dans l'entreprise? Comment techniquement on le calcule? Ouais, il y a effectivement des calculs. En fait, pour faire simple, on essaye de partir des grandeurs physiques des flux de l'entreprise. Donc, ça veut dire, par exemple, combien de kilowattheures électriques on a consommé. Ça veut dire quelle distance ou même quelle consommation les véhicules ont fait pour amener les matières premières vers l'entreprise. Est-ce qu'ils ont pris le bateau ou est-ce qu'ils ont pris le camion? Est-ce qu'ils ont pris un autre moyen de transport? Ça va faire changer la donne. On prend en compte les matières premières qui ont servi à fabriquer les produits que fabrique l'entreprise. On va prendre en compte les déplacements domicile-travail des employés, les déplacements professionnels. On va prendre en compte les immobilisations, donc les usines, les bureaux, les machines qui servent à fabriquer. Donc, on essaye de prendre tout en compte, y compris d'ailleurs l'utilisation des produits. Une entreprise qui fabrique des voitures ou des camions, en fait, elle induit du carbone chez ses clients, parce qu'il faut faire le plein tous les 1000 bornes, et la voiture, elle va durer 200 000 km, peut-être plus. Donc, tout ça, ça rentre en fait dans l'empreinte carbone d'une organisation. Oui, que ce soit direct ou induit. Ouais. Et en fait, il y a des bases de données qui existent. La base carbone de l'ADEME en est une, par exemple. Donc, on se sert de ces bases de données-là pour convertir des données physiques en données carbone. Et on convertit tout en CO2 équivalent. Parce qu'il y a plusieurs types de gaz à effet de serre. Il y a le CH4, par exemple. Il y a les gaz à effet de serre qui viennent des fluides de réfrigération. Donc, si vous avez une chambre froide dans votre boîte, eh ben, s'il y a des fuites de réfrigérant, on les compte aussi. Okay. Donc, typiquement, tout ça, on prend en compte. Et une fois qu'on a tout comptabilisé, on catégorise et on voit ce qui est, quels sont les postes les plus émetteurs. Et à partir de ça, on travaille dessus. Alors, justement, de votre expérience, puisqu'il me semble que Erwan, vous avez la formation pour effectuer les bilans carbone dans une entreprise, quelles sont les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre dans une entreprise? Est-ce que vous avez une petite tendance à nous donner? Pas tellement. En fait, ça va dépendre de l'activité de l'entreprise. Si on prend une activité de conseil, par exemple, on peut se retrouver avec principalement les trajets. Okay. Trajet professionnel, c'est le principal sur une activité de conseil comme nous. Après, des activités de production d'acier, par exemple, c'est juste énorme et ça vient de la production, en fait, parce que ça demande du charbon. On peut avoir, par exemple, un distributeur d'eau comme ça va être beaucoup l'énergie qui va être utilisée pour les pompes, par exemple.
ou les tuyaux, parce qu'il y a beaucoup de tuyaux à changer souvent. Donc, il y a du béton, il y a du plastique, etc. Une société de BTP, ça va être les matériaux, principalement, ou les combustibles pour les engins de chantier. Ok, donc ça dépend vraiment, au final, de l'activité de l'entreprise. Ouais, ça dépend essentiellement de ça. D'accord. Ok, très bien. Et alors, sur Internet, je pense que vous le savez déjà, mais on peut trouver de nombreux logiciels, des simulateurs ou des outils gratuits afin de faire son propre bilan carbone. Alors, au final, est-ce qu'on peut vraiment bien réaliser un bilan carbone un peu à la louche via des logiciels ou avec ses propres connaissances? Ou est-ce que vraiment la méthode carbone, c'est vraiment la seule méthode pour pouvoir mettre en lumière les émissions de carbone les plus importantes dans une entreprise? Bah, ce n'est pas la seule méthode, mais la méthode, elle se résume pas juste au calculateur. C'est-à-dire que c'est vraiment de la sensibilisation des dirigeants de l'entreprise à la collecte des données où on les accompagne, au calcul et à la mise en lumière des principaux postes d'émission et l'accompagnement sur le plan d'action après. Okay. Et un calculateur, quel qu'il soit bon ou pas bon, enfin le mieux c'est d'en prendre un bon. Il y en a un, mais finalement elles adressent une partie du problème qui est juste la conversion de données physiques en équivalent CO2. Et rarement, enfin, je n'ai pas connaissance en tout cas qu'il y ait des logiciels qui fassent de la sensibilisation correctement. Enfin, et puis le problème aussi, c'est que quand on est tout seul à faire la démarche, on va essayer d'aller au plus vite. Donc la sensibilisation, on va sûrement passer à côté. Okay. On va essayer de calculer correctement. Après, on va voir, OK, j'ai ça, il faudrait que je travaille dessus. Et puis souvent, vu qu'on n'a pas mis en place un projet, il y a les activités du quotidien qui prennent plus d'importance et on ne fait pas d'action. Et c'est ce que j'ai rencontré souvent, en fait, d'entreprises qui ont essayé de faire leur bilan eux-mêmes. Parfois, elles ont réussi à faire quelque chose de très bien, mais elles s'en sont arrêtées au bilan et pas aux actions. Et du coup, elles ont perdu du temps parce qu'elles ne sont pas passées à l'action, en fait. Ce qu'on veut, c'est passer à l'action. Parce que comptabiliser, honnêtement, c'est chiant. C'est vrai. Et bah, du coup, c'est justement de quoi on va parler maintenant, les actions. Donc, on va passer à notre dernière partie. Quelle stratégie mettre en place pour accompagner l'entreprise dans sa politique bas carbone? Donc, on va commencer par un peu d'histoire. Étymologiquement, le mot stratégie, il vient du grec stratégos, qui signifiait conduire une armée. En effet, la stratégie, c'est tout un art. C'est l'art déjà de planifier, d'organiser et de diriger des opérations de manière prévisionnelle et de coordonner du coup ses équipes afin d'atteindre un objectif. Alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies pour conduire son entreprise à réduire ses émissions carbone? Comment on peut élaborer une stratégie pour vous bas carbone durable dans le temps pour son entreprise? Comment on peut faire une stratégie? Déjà, quand on... je pense qu'il faut voir les choses sous un angle... Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Parce que tout ce que je peux couper comme émission facilement, c'est toujours ça qui est de moins émis. Et là, on n'est pas dans la stratégie, on est juste à mettre en place des actions court terme. Mais quand même, ça vaut le coup de les faire avant de penser au long terme à 10 ans. Donc, sur le principe que ces émissions sont stockées ensuite et qu'une fois qu'elles sont émises, on n'arrive pas à s'en défaire. Enfin, elles restent dans l'atmosphère, en fait. C'est sur ce principe-là. C'est ce principe-là. C'est que tout ce qu'on peut faire facilement, il faut le faire tout de suite, même peut-être avant de penser à la stratégie. Et puis, donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment on priorise, quelle stratégie on va mettre en place. Le bilan carbone, ça sert aussi à une chose, c'est d'identifier les vulnérabilités qu'on a. Par exemple, si on est contraint de manière forcée par l'État ou parce qu'il n'y a plus de pétrole à diminuer en fait sa dépendance au pétrole, si on le subit, on ne va pas y arriver, donc il faut le planifier. Donc ça vaut le coup d'y penser en avance. Et les premières actions avant de
avant de vraiment tout changer, c'est déjà de se demander qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus sobre, ou avec une énergie ou des matériaux avec une intensité carbone réduite. Et il y a un moment, ce ne sera pas suffisant parce que l'objectif, c'est de diviser par 6. Donc, donc, une stratégie très long terme à mettre en place aujourd'hui à 2050, c'est juste pas possible. Mais par contre, on peut faire des choses intéressantes. Sur les produits, on peut entamer une démarche d'éco-conception, par exemple. Mais ça, je crois qu'on va en parler. Et au niveau du modèle économique de l'entreprise, on peut aussi faire des choses. On peut aussi faire des choses beaucoup plus simples qui sont de réduire les déplacements professionnels comme on a fait avec le Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire en télétravail, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en télétravail. Mais ça va dépendre de l'entreprise en fait. Où est-ce qu'elle a besoin de réduire? Ça, c'est déjà le premier truc à savoir. Ok. Et après, sur le plan d'action efficace, c'était la deuxième partie de la question. Nous, on travaille beaucoup avec le fameux SMART en fait. Donc, être spécifique, mesurable, quelque chose qui soit réaliste en fait, qu'on puisse atteindre, atteignable. Et les 2 R, le R et le T, donc orienté résultat et qu'il soit contraint dans le temps. Donc, bon, ça fait beaucoup d'éléments, mais c'est ça pour nous un plan d'action efficace. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, une fois que vous mettez le plan d'action, est-ce que vous avez des stratégies que vous avez déjà pu utiliser, qui ont déjà fait leurs preuves? On parle souvent, comme l'a dit Erwan, d'éco-conception. On parle d'économie, on parle également, d'économie d'usage. Est-ce que vous avez comme ça des stratégies qui ont déjà fait leurs preuves et que vous, du coup, recommandez? Ouais. Sur l'économie d'usage et de fonctionnalité, je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard, mais sur l'éco-conception, ouais, il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Par exemple, on accompagne une entreprise qui commercialise des fauteuils et des canapés. Et c'est fabriqué en Europe, contrairement à beaucoup de concurrents. Le cuir vient d'élevages qui sont locaux. La structure en bois, c'est aussi issu de forêts qui sont du coin. Donc, ils travaillent globalement bien. Et en fait, la grosse empreinte carbone de son produit, c'est la mousse polyuréthane. Et donc, du coup, on est en train de regarder sur la possibilité d'utiliser de la mousse polyuréthane recyclée, par exemple, qui aurait une empreinte carbone 10 fois moindre. Après, c'est assez difficile d'identifier les bonnes filières de recyclage, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore mises en place. Et du coup, ça freine aussi la possibilité de changer les produits dans les entreprises. Et les filières de recyclage ne sont pas toujours prêtes. D'accord. Mais tout ça, ça doit avancer ensemble, en fait. Et là, on parle quand même, on divise par 10 l'empreinte carbone du composant utilisé, mais quand on regarde un canapé, l'assise, c'est super volumineux quand même. Il y a le dossier aussi, donc on peut faire des choses comme ça intéressantes. D'accord, donc on a parlé un peu des stratégies du point de vue du produit. On sait également que la production et la consommation d'énergie, c'est une activité qui est ultra émettrice de gaz à effet de serre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait diminuer ces dépenses énergétiques au sein même d'une entreprise? Est-ce qu'il faudrait s'alimenter d'une énergie plus verte? Est-ce que les ENR et l'énergie solaire, ça peut rentrer dans une stratégie bas carbone dans les entreprises? Ouais, je pense que typiquement, on a bien discuté du sujet avec Grégory tout à l'heure pendant son intervention, et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à se poser la question de quel sera le mix énergétique en France plus tard. Et poser des panneaux solaires sur son entreprise, c'est pas très difficile. On pense aux supermarchés, par exemple, qui ont des surfaces qui peuvent être utilisées, qui sont intéressantes. Je trouve que c'est intelligent de mettre des panneaux solaires sur des bâtiments plutôt que de les mettre dans des champs où on pourrait finalement faire pousser des haies, des arbres. Et il faut savoir que 200 mètres
haies, de mélange haies et arbres, on est capable de séquestrer 20 tonnes de CO2. Donc, c'est quand même l'activité d'une... Enfin, 20 tonnes de CO2, c'est les émissions de 2 personnes par an en France aujourd'hui. Okay. D'accord. Et donc ensuite, donc les entreprises qui souhaitent mettre en place des stratégies bas carbone, est-ce qu'elles peuvent être accompagnées financièrement dans cette politique? Est-ce qu'il existe des aides financières en France pour les entreprises qui souhaitent s'engager? Ouais, il existe. L'ADEME, en fait, notamment, a pas mal à récupérer enfin, est en charge d'un gros budget. Et il existe l'aide tremplin, notamment de l'ADEME, qui est sous condition, mais qui peut prendre jusqu'à 70% environ du chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux rappeler les conditions? Les conditions, c'est le tremplin, enfin, l'ADEME, ils ont beaucoup de dispositifs. Là, on parle du tremplin, c'est pour les PME. Donc, les entreprises de moins de 100 salariés qui veulent se lancer dans la transition énergétique. Il y a plusieurs dispositifs possibles. On peut, par exemple, ça peut couvrir jusqu'à 70 ou 80% d'un bilan carbone, mais aussi de l'éco-conception et aussi du remplacement de véhicules par de véhicules électriques, isolation de chambres froides. Il y a pas mal de choses en fait dans ce dispositif tremplin qui sont intéressantes pour les PME. Il y a aussi d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus importants pour des plus grosses boîtes. Au niveau de la région également, région par région. Il y a des dispositifs de décarbonation de l'industrie, que ce soit process ou chaleur, des dispositifs pour l'économie circulaire, pour le déploiement de l'hydrogène au niveau des territoires, et même sur le tourisme, l'agriculture, je crois. L'agriculture, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a quelque chose autour des friches, mais enfin, c'est assez large. Et le budget de l'ADEME a été multiplié par 2,5, je crois, cette année, dans le cadre du plan de relance. Donc, c'est 2 milliards d'euros. Budget important. Ouais, on parle de 2 milliards d'euros. Enfin, donc, il y a quand même une vraie volonté gouvernementale de soutenir cette transition énergétique. D'accord, très bien. Donc, on peut voir que les entreprises, financièrement, elles peuvent être aidées dans leur transition énergétique, puisque sauver la planète, c'est quand même un engagement plus que louable pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition énergétique. Donc, au final, la stratégie d'une entreprise, elle doit aussi être rentable et compétitive sur son marché. Je voulais justement, là-dessus, j'avais un exemple que je voulais partager parce que il est super intéressant. Je vous laisse partager. C'était celui-ci, ouais. Il y a une entreprise qui s'appelle SafeChem qui fait, historiquement, ils fabriquaient des solvants qui servaient à dégraisser des pièces métalliques. Et cette entreprise a décidé de ne plus vendre ses solvants, mais vendre du nettoyage. Donc, on est sur de l'économie de la fonctionnalité. En faisant ça, ils ont réduit de moitié le volume utilisé. Ils restent propriétaires du solvant qui est utilisé. Et donc, du coup, ils le récupèrent et ils le retraitent. Donc, on est dans l'économie circulaire. Et ils sont passés de 6% de part de marché à 50% de part de marché. Alors, quand on dit que c'est pas rentable, la preuve que non, il y a des entreprises qui s'en sortent super bien. En vendant moins de produits, donc. Ils vendent moins de produits, ils ont pris... Je ne sais pas si c'est passé clairement, mais c'est une entreprise qui traditionnellement vendait des solvants et qui a proposé de vendre un service de nettoyage aux entreprises. Ouais. Donc, en gardant le contrôle sur les solvants. Ouais, on parlait de transformation de modèle économique tout à l'heure. Voilà, c'en est un exemple. Merci pour ce bon exemple. Donc, on peut voir que mettre en place la transition énergétique, ça peut réellement être un levier de compétitivité pour une entreprise. Donc, en termes d'image... Vous proposez ce bouquin-là, je ne sais pas si c'est de ce bouquin-là que vous tirez votre exemple. Non, je ne le connais pas. Alors, c'est 80 hommes pour changer le monde. Hommes avec un H majuscule. Et ils prennent cet exemple justement que tu donnes sur cet industriel allemand. Et il en fait effectivement un exemple un peu clé pour dire que l'écologie, c'est pas que de l'agriculture. Il y a aussi tout le monde, même les gros industriels, peuvent faire des gestes et des gestes qui sont intéressants pour tout le monde. Et justement, c'est 80 histoires, comme tu viens de raconter, qui coupent un petit peu les idées reçues qu'on a. On dit ouais, mais attendez, l'écologie c'est super, mais d'abord créons de l'emploi, d'abord mettons à flot les entreprises et on fera l'écologie après pour les bobos. L'idée c'est de dire non, vous avez compris, l'écologie c'est la création de richesse, c'est la création de plein de choses.
Et c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est vraiment fromage et dessert. Et donc ce bouquin-là, il est pas récent. C'est deux étudiants qui, en fin de leurs études, qui ont fait le tour du monde et qui ont rencontré des entrepreneurs et qui ont dit et qui ont essayé de couper, effectivement, de prendre à rebrousse-poil tous ces préjugés qu'on a tous inconsciemment et qu'on colporte inconsciemment et qui sont importants effectivement de pouvoir. Donc c'est un bouquin que je vous conseille vivement. Génial. Merci, Encore un nouveau merci bouquin. Grégory, merci pour ce J'achète partage. plus de bouquins que j'ai le temps de les lire. Les cours, sûr. Ok, il sera lu, de toute façon. Alors, du coup, donc, est-ce que donc on a pu voir avec vos exemples que une stratégie bas carbone, ça pourrait être un levier, ça peut être un levier de compétitivité pour une entreprise. En termes d'image également, la transition énergétique, c'est bien vu sur son marché. Mais au final, vu l'engouement des entreprises pour la transition énergétique, on a l'impression que toutes les entreprises s'engagent dans cette cause pour, entre autres, valoriser leur image et qu'au final, ça ne représente plus un élément de différenciation. Alors, quelle est la véritable valeur ajoutée pour une entreprise? Est-ce que c'est réellement rentable? Mais oui, mais oui. Je peux peut-être, ça me fait penser à une citation de Yvon Chouinard de Patagonia, qui disait je sais que cela semble fou, mais à chaque fois que j'ai pris une décision qui est la meilleure pour la planète, j'ai gagné de l'argent. Et nos clients le savent et ils veulent faire partie de cet engagement environnemental. Et je trouve que ça résume assez bien, en fait. C'est peut-être contre-intuitif dans le modèle qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant, mais il y a plein de raisons pour lesquelles adopter une stratégie bas carbone est intéressant pour les entreprises. Et encore, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Je pourrais juste parler du fait d'être humain et de sécuriser un futur entre l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et le climat, vivre dans un temps de paix, en fait, où on ne se bat pas sur des ressources qui sont devenues rares par nos activités. Mais si je reviens au niveau de l'entreprise, ça peut être tout simplement une croissance de leur chiffre d'affaires parce que les clients, les consommateurs ne sont pas idiots. Ils savent, je pense qu'ils sont capables de reconnaître le vrai du faux. Ça attire de nouveaux clients. Ça peut être la réduction des coûts, tout simplement. Quand on réfléchit mieux ses coûts et qu'on n'est plus dans une logique où on prend, on jette, hein, et qu'on essaye d'avoir un système plus vertueux, on peut voir des réductions de coûts. Il y a vraiment plein de raisons. Sur notre site web, on avait fait un petit contenu téléchargeable dans la catégorie stratégie bas carbone qui expliquait en fait tout en détail les 5 raisons en fait pour adopter cette stratégie bas carbone. Donc ça peut être D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent qu'au final, une stratégie bas carbone, c'est une stratégie de greenwashing? Donc, pour rappel, le greenwashing, c'est le fait que les multinationales, de par leur activité, polluent excessivement la nature et l'environnement. Et simplement, pour redorer leur image de marque, ces entreprises, elles dépensent dans la communication pour blanchir leur image. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui vous disent que non, vraiment, mettre en place une stratégie bas carbone, c'est juste un élément de communication en plus? Le greenwashing, en fait, c'est ce qu'on reproche aux entreprises, ce qu'on appelle du greenwashing, ou ce qu'on reproche à ces entreprises-là, c'est de ne pas être authentique, en fait, c'est d'être superficiel. C'est-à-dire d'exploiter l'intérêt croissant des consommateurs pour l'écologie, uniquement pour augmenter leur chiffre d'affaires, mais sans vraiment agir pour la planète. Le problème, c'est que ça dessert un peu tout le monde, les consommateurs qui ont l'impression de se faire avoir quelque part, et aussi les entreprises qui, elles, ont une démarche plus authentique. Et c'est pour ça que on entend aussi parler de green marketing, donc de marketing vert. Et la différence entre les deux, c'est simplement la sensibilité de l'engagement, en fait. Est-ce que l'entreprise a intégré dans son ADN, c'est-à-dire dans ses procédures, dans ses façons de concevoir, de produire et de livrer en fait ces produits ou services, ils ont intégré une vision globale pour réduire leurs émissions de carbone, pour réduire l'impact de leur activité sur leur environnement.
Et c'est vraiment ça la différence. Donc la vraie différence, c'est plus d'authenticité au final. Oui, et souvent dans ces entreprises-là, on retrouve une communication très transparente, très détaillée et très honnête en fait. Alors je repense à Patagonia qui est un peu exemplaire dans leur approche, mais qui expliquait en fait que alors oui, ils utilisaient encore des produits, dans la conception de leurs produits, il y avait encore des éléments à base de pétrole, mais en parallèle, ils essayent de financer la R&D pour voir comment les remplacer. Donc, l'idée, c'est pas d'être parfait, l'idée, c'est d'être honnête et d'expliquer où on en est, sincèrement et de façon transparente. D'accord, merci pour cette réponse très complète. Alors, la fin, malheureusement, du Café Débat approche. On va essayer d'élargir un petit peu la problématique et de recueillir votre opinion, Anne-Sophie et Erwan, si vous le voulez bien. Bah oui. Alors, si vous étiez ministre de l'écologie, quelles seraient vos 2 actions? Démissionner, non. Non, ça c'était l'action blague, mais n'empêche pas. Vas-y. Oui, je peux commencer. Moi, je pense qu'il y a encore. Alors, il y a une vraie traction. Hein. Je sens au niveau de nos concitoyens, au niveau humain, je sens qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est augmenter et tout miser sur l'éducation, que ce soit des petits ou des grands. Évidemment, les petits, c'est notre avenir, mais en gros, c'est ça. Informer. Expliquer, mettre en avant montrer que des nouveaux modèles sont possibles, en fait, qu'on peut être rentable, mettre en avant les acteurs qui s'engagent avec authenticité, inspirer. Donc, bon, après, c'est mon métier, la communication, mais je suis vraiment là-dedans. Donc, vraiment, comme la butte. Oui, alors, Erwan fait référence. C'est aussi ce qu'on essaie de faire, en fait, sur notre. On a commencé une série d'entreprises engagées avec cette idée, en fait, mettre en lumière les acteurs qui arrivent à avoir cette démarche authentique tout en étant complètement rentable et à très, très bien en vivre, en fait. Et donc, la Butte, c'est un hôtel gastronomique, restaurant à côté de chez nous, dans le Finistère Nord. Ouais, et on les aime bien. Et franchement, si vous venez en vacances là-bas, allez chez eux, quoi. On y passera. Ils sont à fond, ils ont des idées. Bon, ils sont très authentiques en tout cas, et ça fait plaisir en fait de voir ce genre d'entreprise. Encore une fois, on a envie de les montrer en exemple et de partager, de faire circuler les bonnes idées. Okay. Vas-y, toi, tu ferais quoi si tu étais ministre de l'économie? Moi, je ferais quoi? Moi, je crois que je pense que j'effacerai la dette de l'État, et puis, mais je pense que le ministre de l'écologie n'est pas capable de faire ça. Et flécher les gains vers la transition écologique, parce que je pense qu'on a besoin de plus d'investissements que même le plan de relance, il est pas suffisant par rapport aux enjeux, même si il y a de l'argent et ça montre une bonne direction, mais il faut passer à un braquet supérieur. Ouais, c'est comme le greenwashing en fait. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est quand même pas assez, quoi. Ok, donc c'était le mot de la fin. Donc c'est la fin de notre Café Débat. Erwan et Anne-Sophie, merci pour votre participation à ce Café Débat. On souhaite bonne chance à Paradigme Shift et on espère que vous pourrez implanter de beaux projets verts dans nos entreprises françaises. On se retrouve mardi prochain, donc le 6 avril, toujours à 18h30, avec Dominique Jam, donc, qui est directeur général de la CRE. Donc, c'est la Commission de régulation de l'énergie, avec la problématique suivante, comment préparer l'avenir du réseau électrique en France. Donc, on vous attend nombreux. Donc, je veux remercier tous les participants pour leur participation à ce Café Débat. Et encore une fois, merci à Anne-Sophie et Erwan pour leur participation. Merci beaucoup Mathilde, Grégory et puis tous les participants. Merci à vous. Merci, au revoir. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci aussi. Au revoir.